on va parler des associations de plantes. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui étudient les associations de plantes et c'est assez complexe puisque ce sont des êtres vivants. Et donc, moi, j'ai lu pas mal de choses et on se rend compte quand même qu'il y a, et globalement, ils disent la même chose, mais parfois même, ils disent l'inverse. Donc, il y a des tableaux qui existent que vous trouverez sur Internet ou dans des bons livres de jardinage. Vous pouvez vous en inspirer. Alors, il faut juste savoir que c'est pas une garantie. Ça, il faut bien retenir ça. C'est jamais une garantie. Par exemple, si vous mettez des plantes qui repoussent certains ravageurs, que vous êtes sûr à 100% de ne pas avoir ce souci de ravageurs. Alors, souvent, quand on parle d'association de plantes, on se dit, bah, tiens, moi j'ai une plante qui va protéger une autre plante, ou bien j'ai une plante qui va aider une autre plante. C'est le cas, mais ça se passe à différents niveaux. Donc, je vais aborder ces différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est les associations de culture. Là, j'ai ma fille qui gazouille dans le fauteuil. Donc, le premier point, c'est de mieux utiliser le terrain en hauteur, en profondeur, donc dans le sol et dans le temps. Alors, je m'explique. Alors, quand on sème ou quand on plante des légumes, il faut évidemment ne pas trop serrer. Il faut savoir que les plantes travaillent ou se nourrissent à des profondeurs différentes. Elles prennent un certain espace en termes de largeur, en termes de hauteur. Et donc, la partie aérienne et la partie racinaire est très différente d'une plante à l'autre. Donc, si on veut planter et faire des associations de plantes en réfléchissant dans ce sens-là, c'est extrêmement important de connaître la taille des plantes, surtout quand elles seront grandes. Alors, j'ai déjà parlé la fois dernière des 3 sœurs. Donc, c'est la milpa, c'est une technique mexicaine que j'utilise, mais que j'utilise ici surtout parce que ça va permettre d'illustrer facilement différents types d'associations. Donc, pour rappel, c'est en fait une association entre le maïs, les courges et les haricots, aram. Donc, on plante du maïs qui va pousser, puis on va sur ce maïs planter des haricots qui va s'accrocher au maïs, et ensuite on va mettre des courges au niveau du sol. Donc, le maïs va se nourrir, entre autres, de ce qu'il y a dans le sol, évidemment, mais également de l'azote qui est produit par les haricots, puisque les haricots, comme je l'ai déjà signalé, font partie de la famille des légumineuses, et donc ils produisent leur propre azote grâce à des petites nodosités, donc des petites boules qui sont situées sur leurs racines et qui vont transformer l'azote de l'air, qui n'est pas directement assimilable, en azote assimilable par les plantes. Et donc, le maïs va pouvoir profiter de ça, ainsi que les courges. C'est surtout le maïs. Donc, le haricot va utiliser le maïs pour grimper sur le plant, puisque c'est un haricot à rame, et les courges vont envahir ou vont occuper tout l'espace au niveau du sol. Et donc, ces courges qui parfois en plein soleil souffrent un peu, vont avoir un peu d'ombre liée au maïs et au haricot, et elles vont empêcher toute une série de plantes indésirables, qu'on appelle communément les mauvaises herbes, ou les adventices, pas mal de synonymes. Et donc, elles vont les empêcher de sortir. Voilà, donc ça, c'est une illustration d'un type d'association, par exemple, sur la hauteur. Alors, parfois, on ne pense pas, mais dans les associations de légumes, il y a également des associations qui sont liées à la vitesse de développement. Si on met un légume qui se développe doucement à côté d'un légume qui se développe vite, eh bien, sur le même espace, on va pouvoir cultiver 2 légumes. Comme par exemple, je l'avais déjà signalé sur une de mes vidéos, quand je sème des carottes, la plupart du temps, je vais mettre quelques radis. Donc, c'est une association. Alors, pourquoi je les mélange? Parce que les radis vont pousser très vite et les carottes très lentement. Alors, le radis va d'abord sortir, il va marquer le rang. Donc, rapidement, je vais savoir où j'ai semé les radis et les carottes, ce qui me permettra évidemment de ne pas oublier que j'ai semé à un endroit et donc d'éventuellement donner un coup d'outil dans le sol et d'abîmer ma ligne de carottes, puisque avant tout, c'est surtout pour les carottes que je sème. Mais le radis va pouvoir se développer et former
la racine, former le radis, et je vais pouvoir le récolter alors que les carottes seront juste en voie de construction. Donc, elles seront encore relativement petites. Et donc, voilà, donc ça, c'est une association dans le temps. Alors, autre exemple, par exemple, souvent, je mets des choux à côté des laitues, puisque le chou est une culture assez longue, alors que les laitues poussent vite. Et donc, sur le même espace, je vais pouvoir cultiver deux plantes. Alors, on peut aussi penser à l'ombre que certaines plantes peuvent procurer à d'autres. Donc, il faut tenir compte, évidemment. Donc, une mauvaise association, ce serait de mettre un légume qui a besoin de beaucoup de soleil à l'ombre d'un autre légume qui va lui faire de l'ombre. Mais une bonne association serait de mettre un légume, par exemple un chou en plein été, quand le soleil est très fort, il a quand même parfois un peu de mal. Et donc, c'est pas mal de l'associer, par exemple, avec des fleurs comme les cosmos qui vont fournir une ombre légère sur le chou et donc lui permettre de supporter un peu mieux le soleil qui tape un peu fort. Voilà, alors il y en a plein des associations là, je vais vous en donner quelques-unes. Je vais vous donner en fait les associations que moi j'utilise couramment, mais je peux le dire, mais je veux le répéter, essayez, testez dans votre jardin. Évidemment, moi, il y a des légumes que je cultive moins ou pas parce que je les aime pas trop ou parce que je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué chez moi. Et donc là, je ne fais pas d'association avec ceux-là. Mais donc, essayez, testez et partagez. Hein. Ça, c'est vraiment le maître mot. Alors, donc ici, j'ai parlé donc de mieux utiliser le terrain. Alors, un deuxième type d'association, ce sont d'éviter de planter des légumes qui sont qui produisent des substances qui inhibent la croissance des autres plantes. Donc, je m'explique. Dans certains légumes et certains arbres d'ailleurs sont ce qu'on appelle allélopathiques, c'est-à-dire qu'ils émettent des substances à travers leurs racines ou même à travers leurs feuilles qui vont gêner, qui vont freiner la croissance des autres plantes. Et dans les très connus, c'est par exemple le noyer. On dit souvent qu'en dessous du noyer, rien ne pousse. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Si vous avez un noyer, vous verrez bien qu'il y a quand même des choses qui poussent en dessous. Une partie aussi, c'est à cause de l'ombre, mais effectivement, dans les feuilles du noyer, il y a ce qu'on appelle de la jugline, qui est une substance qui va empêcher les autres plantes de germer ou de se développer. C'est évidemment, historiquement, c'est la base des plantes, c'est une de leurs méthodes pour se défendre, pour occuper le terrain et prévenir les invasions d'autres plantes qui prendraient leur place. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'on joue. Alors, une autre plante qui émet pas mal de substances allélopathiques, c'est le fenouil. Il a en général assez peu d'amis. Donc, si vous en mettez, on va essayer d'éviter de l'associer de trop près. Je vous le dis tout de suite, quand je mets du fenouil, je mets quand même d'autres légumes. Et globalement, j'en ai quand même. On ne peut pas dire que si on met un fenouil, l'autre ne va pas pousser du tout. Il faut vraiment relativiser tout ça. Alors, on peut évidemment, on évite de planter des plantes qui sont incompatibles les unes près des autres, mais il faut aussi toujours penser à la suite. Si on plante deux mêmes plantes au même endroit 2 fois de suite, par exemple 2 années de suite, eh bien, on risque également d'avoir des soucis. Alors, ce n'est pas tout à fait une association de 2 plantes différentes, mais quand même, dans le temps, c'est une association. Si on met des choux chaque année au même endroit, on risque déjà d'épuiser le sol et donc le chou va moins bien se nourrir, mais également d'héberger un champignon qui s'appelle l'hernie du chou et qui, en fait, quand il s'installe dans le sol, vous êtes bon pour avoir la maladie pendant des années, jusqu'à 10 ans. Hein. Donc, il faut toujours pratiquer la rotation des cultures. Alors, troisième point, au niveau des associations, c'est utiliser des associations pour limiter les adventices ou les herbes indésirables. J'ai parlé des 3 sœurs, donc les courges qui vont empêcher la pousse de ces herbes, mais on peut penser également aux engrais verts. Donc les engrais verts, pour rappel, ce sont des plantes qu'on va semer et qui vont soit enrichir le sol en engrais. Si par exemple je plante des engrais verts qui sont des légumineuses, hein, par exemple la veste, par exemple le trèfle, qui vont nourrir le sol en azote, ou bien d'autres types d'engrais verts qui vont produire énormément de végétation qu'après on va faucher et qu'on va remettre dans le sol pour le nourrir, comme par exemple la moutarde ou la facélie.
Et donc, ça, c'est une association dans le temps, c'est-à-dire que si, par exemple, je veux enrichir ma terre de manière naturelle, eh bien, je vais semer un engrais vert, je vais le faucher et cet engrais vert va nourrir le sol. Et après ça, je vais pouvoir mettre une plante plus gourmande qui va se nourrir de cette matière. On dit souvent que les pommes de terre sont également une plante qui est nettoyante. Alors, nettoyante parce qu'elle va couvrir le sol très fort, elle est très, très vigoureuse, et donc empêcher les adventices de pousser. Et elle est aussi, au final, nettoyante parce que comme on va pas mal remuer la terre, surtout au niveau de la récolte, forcément, on va empêcher, on va en tout cas perturber la pousse des autres. Quatrième point, c'est qu'on peut réaliser donc des associations pour alimenter les plantes. Donc, j'ai parlé ici des engrais verts, mais on peut évidemment les planter en même temps. Donc, j'ai parlé des haricots avec le maïs, donc dans les trois sœurs. Et donc, les haricots, comme les pois, qui sont également des légumineuses, comme les fèves des marais, qui sont des légumineuses, comme les févroles. Voilà, tout ça, si vous les mettez en association avec des légumes qui nécessitent beaucoup plus d'azote, eh bien, ils vont pouvoir en partie se nourrir de cet azote produit et donc vous allez avoir des légumes plus gros. Alors, un autre auquel on ne pense pas toujours, c'est les arbres. Donc, par exemple, sur mon terrain, ici à Lyon, j'ai des aulnes. Et des aulnes, ce sont également des légumineuses. Et donc, ils vont produire de l'azote en grande quantité. Et donc, le sol autour des aulnes va être plus riche en azote grâce à ça. Petite association que j'avais déjà fait aussi, qui avait marché, c'est de planter des pommes de terre en même temps que les fèves des marais. Même s'il y a un décalage dans le temps, pour les hâtifs, très hâtifs, on peut les mettre ensemble. Donc, alors, on les met plutôt en fin mars. Ou bien, on peut très bien encore continuer à le faire en le mélangeant, en l'associant avec des pois. Pois qui sont des légumineuses qui vont nourrir le sol. Et comme les pois vont pousser en hauteur, on peut qu'on prenne par exemple des variétés arames, on va pouvoir se trouver au-dessus des pommes de terre. Alors, autre type d'association, donc j'ai parlé des engrais verts, eh bien protéger les cultures contre les maladies ou par exemple contre les nématodes. Les nématodes, en fait, ce sont des petits vers microscopiques. Je pense d'ailleurs que l'hernie du chou, c'est plus lié aux nématodes qu'à un champignon. Il faudrait que je vérifie. Donc, ça va les protéger. Donc, il y a certaines associations de plantes qui vont les protéger de ces attaques maladies ou nématodes. Par exemple, dans celles qui sont très connues et que moi j'utilise beaucoup, dans la serre, là où je mets les tomates, je vais les associer à des tagettes parce que les tagettes sont nématicides, c'est-à-dire qu'à travers leurs racines, elles vont tuer les nématodes qui seraient dans le sol et qui pourraient s'attaquer aux racines des tomates. Dans les autres associations, quand on utilise les plantes de la famille des Aliacées, c'est-à-dire l'ail, les oignons, les poireaux, eh bien, eux, en fait, sont des plantes qui vont permettre de défendre les autres plantes contre les maladies cryptogamiques, donc contre les maladies à champignons. Par exemple, on peut associer les poireaux ou l'ail, ou même la ciboulette, moi j'en mets aussi, avec les fraisiers. Alors, vous n'en faites pas, les fraises n'auront pas le goût de l'ail, il n'y a pas de souci. Mais vous aurez une certaine protection contre, par exemple, la pourriture grise qu'on peut voir sur certains fraisiers. Je mets aussi de l'ail régulièrement au pied de mon pêcher pour limiter la cloque que j'ai chaque année sur mes pêchers et que j'ai quand même de pêche. Alors, dans les autres types d'associations, les associations qui permettent de repousser les ravageurs. Donc, il faut savoir que beaucoup d'insectes sont attirés par l'odeur des légumes. Par exemple, il y a des mouches du poireau qui sont attirées par l'odeur ou des papillons qui sont attirés par l'odeur de soufre des poireaux ou par les couleurs. Par exemple, le poireau a une couleur légèrement bleutée. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que certains pièges sont de couleurs particulières. Par exemple,
On a des pièges bleus qui vont attirer les insectes qui sont attirés par la couleur bleutée de certains légumes, ou des pièges jaunes qui vont permettre, je parlerai un peu des pièges jaunes, qui vont attirer d'autres types d'insectes. Donc, par exemple, les fleurs, les soucis, les jardins vont perturber les insectes ravageurs dans leur recherche de légumes. Une association assez connue également, c'est l'association des oignons et de la carotte. Parce que la mouche de l'oignon est repoussée par l'odeur de la carotte, alors que la mouche de la carotte est repoussée par l'odeur de l'oignon. Donc, ce sont des associations que je fais souvent, d'ailleurs que j'ai fait ici dans une des vidéos que j'ai réalisées. Donc, ce sont des bonnes associations. De nouveau, c'est jamais une garantie, je le dis et je le rappelle. Hein. Donc, la garantie à 100% de ne pas avoir de mouche, c'est de mettre un filet anti-insecte dessus. Mais bon, moi, ça va, j'ai pas de souci. Alors, est-ce que c'est pour ça ou pour d'autres raisons? Voilà. L'important, c'est que ça marche, quoi. Et en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué de les semer et de les associer que de les semer à des endroits différents. Alors, laitue et choux sont des bonnes associations. Par exemple, les altises sont des petits coléoptères minuscules qui attaquent la famille des crucifères, qui font des petits trous dans les feuilles. Donc, ce sont des altises. On les appelle aussi puces de terre. Donc, quand vous approchez la main de ces insectes, ils sautent, en fait. Eh bien, les laitues ont tendance à les repousser. Alors, le basilic et la tomate. Donc, principalement dans les serres, vous avez souvent un problème avec les aleurodes, qui sont des mouches blanches, une sorte qui ressemblent un peu à des petits papillons, qui peuvent envahir la serre et attaquer les plants de tomates. Eh bien, le basilic a une odeur qui les repousse. Le souci associé à la pomme de terre, parce que le souci a une tendance à repousser les doryphores. Et inversement, vous pouvez également planter des aubergines qui, elles, vont attirer les doryphores. Et donc, ça vous permettra, par exemple, de voir que vous avez une attaque de doryphores en observant que l'aubergine. Ou alors, vous plantez vos aubergines un peu plus loin pour les attirer. C'est aussi une autre possibilité. Le topinambour, qui attire les campagnols. Bonne manière d'attirer les campagnols en dehors de votre potager. Voilà. Donc, encore, autre point important dans l'association de culture, c'est de favoriser, d'attirer les auxiliaires, donc les prédateurs, donc les insectes, par exemple, prédateurs qui vont protéger votre jardin. Par exemple, moi, je mets des fèves du jardin, des fèves des marais, évidemment, parce que j'aime beaucoup ça, mais également pour enrichir le sol, puisque c'est une légumineuse, mais également parce que les fèves des marais poussent assez tôt dans la saison et vont attirer les premiers pucerons noirs, qui vont s'installer pour les dévorer sur les fèves. Et puis, une fois que vous aurez les coccinelles, je ne sais plus ce que j'ai dit, enfin, une fois que vous avez les pucerons noirs dans votre jardin, les pucerons noirs vont attirer les coccinelles. Et une fois que vous avez les coccinelles dans votre jardin, eh bien, elles seront là pour protéger tout votre jardin de toute une série d'autres attaques et d'autres types de pucerons, d'ailleurs, qui pourraient s'attaquer à d'autres plantes du jardin. Et enfin, une dernière association, c'est des associations qui permettent d'assurer la pollinisation au jardin, comme par exemple des fleurs sauvages. Alors c'est joli, ça offre des abris à certains insectes et ça attire pas mal les pollinisateurs qui après seront dans votre jardin pour polliniser d'autres plantes qui en auraient besoin. Voilà, là j'ai abordé donc un peu toute la thématique des associations de culture. Donc je rappelle, faites vos essais, essayez, testez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des tableaux qui existent, inspirez-vous-en. Voilà, donc ici je vais jeter un petit coup d'œil si vous avez posé quelques questions à ce sujet avant de parler de ce qu'on peut faire au mois d'avril. Alors, qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, ah oui, les trois sœurs, est-ce qu'on les plante en même temps? Donc, alors non, le mieux c'est de d'abord, oui je vais en parler un petit peu, c'est de d'abord semer les maïs.
Donc, on peut même les semer, petit truc, si vous les semez un petit peu, vous pouvez commencer à les semer même maintenant. Moi, j'utilise pas mal les rouleaux de papier toilette, l'intérieur en carton. Là, vous voyez, je mets du terreau, je mets les maïs, ou on peut le mettre pour d'autres choses dedans, ce qui permet aux plantes de sortir, de déjà germer à l'intérieur. Et le maïs ne supporte pas d'être repiqué à racines nues. Donc, vous gagnez, en faisant comme ça, vous avez gagné 2 semaines et vous le plantez au jardin avec le rouleau en pleine terre. J'ai envie de dire, c'est pas mal d'attendre mi-mai. En tout cas, avant que les racines ne dépassent du papier toilette. Donc ça vous permet en fait de gagner un peu de temps sur les maïs, parce que sinon vous les semez en direct en pleine terre, ça marche, c'est même le mieux, hein, mais voilà, ça vous permet en fait de gagner un peu de temps. Et donc d'abord le maïs, et puis alors peut-être 3-4 semaines après, vous mettez les haricots qui vont pousser assez vite et qui vont venir s'accrocher à un maïs qui est déjà en train de pousser. Et puis, oui, en même temps, vous pouvez mettre les courges. Alors, les courges, vous les mettez un peu plus loin pour qu'elles se nourrissent un peu en dehors et qu'elles s'installent ensuite sur la base des maïs. Alors, moi, je l'expérimente, mais j'ai quand même quelques éléments à vous dire. D'abord, c'est la somme des trois qui est intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, votre maïs va très bien donner parce qu'il va être nourri par les haricots, mais il est probable, et moi je l'ai observé en tout cas, que le haricot va un peu moins bien donner que si vous le plantiez seul et que les courges vont être un petit peu plus petites ou un petit peu moins nombreuses que si vous les mettiez séparément. Donc il faut le savoir. Par contre, la somme des trois sur un même espace est vraiment intéressante. Alors ça c'est un. Deux, j'ai aussi observé que le haricot, ça pèse son poids. Donc, si ça grimpe sur le maïs et que vous avez une tempête ou que ça souffle pas mal, il se couche. Donc, alors, ça veut dire que c'est un peu bête, mais c'est ce que je fais. Alors, si je vois que ça va un peu, donc je vais rajouter des tuteurs, un treillis, un tipi, donc des bambous attachés les uns avec les autres dedans. Ça, c'est quand même un conseil que j'ai à vous donner, mais bon, vous pouvez toujours le démarrer pour voir si ça démarre bien et puis après l'installer. Donc ça, c'est quand même 2 points importants que j'ai pu observer quand je le fais. Alors, quoi d'autre dans les questions? Juglon ou juglandine? Bon, moi j'ai dit jugline, mais ok. J'imagine que c'est ça. Pour les pois, il faut les changer aussi chaque année? Oui, 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 il faut changer les pois. Ils n'aiment pas. Certaines plantes supportent mieux que d'autres d'être remises au même endroit. Par exemple, les tomates, ça va. Les pommes de terre, dans une certaine mesure, ça va. Mais les pois, ils aiment bien changer d'endroit. Donc oui, changez les treilles, mettez-les à un autre emplacement. Par contre, après les pois, vous allez avoir, pour peu que, enfin moi en tout cas, je récolte mes pois, je coupe à la base, mais je n'arrache pas les racines, je laisse tout sur place. Le sol sera enrichi en azote et donc vous pourrez planter des légumes un peu plus grands après à l'emplacement des pois. Alors, dans un jardin de 100 mètres carrés, 10 x 10, les associations ne se font pas naturellement à proximité. Alors, dans la nature, si les associations, ça se fait naturellement, c'est clair. Mais on parle de, ici, on est dans un potager, c'est-à-dire qu'on va mettre des légumes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, je mets des légumes. Donc, par rapport aux légumes, c'est moi qui décide de l'endroit où il est. Avec quelle association je pense dans la nature? Par exemple, vous êtes dans une forêt. Ou plutôt une lisière de forêt. Eh bien, les associations, c'est quoi? Eh bien, vous avez des grands arbres qui vont pousser, puisque dans notre climat, si vous laissez une zone pousser de manière naturelle, dans 30, dans 50 ans, vous aurez une forêt. Eh bien, les arbres vont, par exemple, servir de support pour les plantes grimpantes, pour le lierre, pour le chèvrefeuille. Donc, les arbustes, par exemple, vont être une belle association avec les ronces, puisque les ronces vont protéger les arbustes qui vont pouvoir pousser à travers les ronces. Et comme elles poussent à travers les ronces, elles ne vont pas se faire manger par les chevreuils. Donc, c'est des associations tout à fait naturelles. Si il y a une tempête et qu'il y a une partie de la forêt qui s'écroule, les premières plantes qui vont sortir, ce sont les annuelles. Donc, par exemple, je sais pas, de la digitale, des plantes en fait qui vont être en dormance dans le sol. Et quand le soleil
suite à la tempête, quand le soleil va toucher le sol, elles vont être les premières à sortir et après préparer le terrain, préparer le lieu pour les espèces de plantes suivantes. Donc, ce sont des associations naturelles. Et moi, ce que je veux, évidemment, c'est des légumes. Et donc, je m'inspire de ce qui se passe dans la nature pour quand même décider où je vais les mettre. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que je réponds à la question. Voilà. OK, donc ça va comme ça pour les associations de plantes. Alors, on va passer à autre chose. Que faire au jardin fin avril? Donc là, vous pouvez aussi me poser vos questions via la messagerie. Donc, au mois d'avril, alors c'est un mois où je démarre énormément de semis. Et donc, je vais vous décrire ce que je fais en général et qui marche plutôt bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'en semant certains légumes chez vous un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça ne va pas marcher. Mais je base donc sur mon expérience de terrain et de voir un peu ce qui fonctionne chez moi. Si par exemple, vous avez un terrain qui est très bien exposé, plein sud, protégé du vent, il est évident qu'il y a des plantations, des semis que vous pourrez faire un peu plus tôt. En plus, si vous avez par exemple une terre sablonneuse qui réchauffe très très vite, vous pourrez semer plus tôt et vous pourrez très probablement semer plus tard dans la saison. Si vous avez une serre, ça ne se gère pas tout à fait de la même manière non plus. Donc, voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est en général ce qui fonctionne bien chez moi et en général. Donc, je vais les diviser en trois grandes catégories. Les semis au chaud à l'intérieur, ce qui nécessite, on va dire, au-delà de 18 degrés, et que maintenant, on n'a pas encore dit 18 degrés permanents à l'extérieur. Ensuite, les légumes qu'on va mettre à l'extérieur, de préférence sous châssis ou sous une serre froide. Quand je dis serre froide, ça veut dire non chauffée. Si vous avez une serre qui est contre une maison, alors elle n'est peut-être pas chauffée, mais elle va quand même profiter de la chaleur, soit d'un des murs qui peut se réchauffer en journée, soit parce que la maison n'est pas tellement bien isolée qu'elle chauffe en partie la serre. Donc là, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant si vous avez une serre et si vous avez la possibilité de l'adosser à votre maison. On en parlera une autre fois. Et voilà, donc, et le troisième, c'est le semis en pleine terre. Donc, pour les semis au chaud à l'intérieur, alors, on arrive un peu sur la fin des semis intérieurs, donc, mais on peut encore en faire certains jusque mi-mai, en fait. Pourquoi mi-mai? Parce que mi-mai, c'est ce qu'on appelle les seins de glace. Donc, c'est la période à laquelle on ne risque plus de gel. Enfin, en tout cas, historiquement, on n'a pas connu de gel après le 15 mai. Alors, je parle évidemment de régions comme notre région. Si on est en altitude, ça ne marche pas évidemment. Alors, dans les très urgents, ce sont les tomates. Donc, ici, il faut pour bien faire semer les dernières tomates à l'intérieur, évidemment, avant la fin du mois d'avril. Et bon, si vous avez la possibilité, choisissez plutôt des variétés hâtives. Alors, hâtives, ça veut dire qu'elles vont donner les légumes plus rapidement que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre tôt dans l'année, mais ça veut dire que la période de culture va être moins longue. Comme par exemple les tomates marmandes, super marmandes, les noires de Crimée, les cœurs de bœuf ou les tomates cerises. Pour les plus tardives, il aurait fallu les semer un petit peu plus tôt, mais il n'est pas trop tard. Donc voilà, on peut encore, j'ai envie de dire les tomates jusque fin avril, on peut le faire. Évidemment, vous ne profiterez pas de toute la période parce qu'ils vont mourir certainement au mois de septembre avec le froid ou avec peut-être le mildiou. Enfin, vous en aurez quand même avant ça. Mais on parlera de la culture des tomates à un autre moment, peut-être au moment des repiquages mi-mai pour voir un peu comment. Sauf si vous me posez des questions spécifiques. Alors, donc, les tomates très urgentes. Alors, maintenant, c'est le bon moment pour semer les courgettes, les potimarrons, les concombres, les cornichons. Alors, ce que moi je fais pour les courgettes, c'est que je les sème en 2 vagues. Il y en a une que je fais maintenant à l'intérieur et que je vais repiquer à l'extérieur à partir de la mi-mai, donc c'est-à-dire dans 3-4 semaines. Donc, j'utilise un pot relativement gros quand même. Je vais mettre 1 ou 2 ou 3 graines dans chaque pot. Ça dépend plutôt du nombre de graines dont je dispose. Si ce sont des graines que j'ai récupérées en grande quantité, j'en mets 3. Et si, par exemple, c'est des graines que, voilà, parfois dans certains sachets, vous avez 6 graines, là, je vais mettre 6 pots différents avec chaque fois 1 graine.
Parce qu'en fait, une fois que vous semez la graine, 3 graines dans un pot, vous allez devoir sacrifier les 2 graines les moins jolies. Donc, on va garder uniquement le plant le plus vigoureux. Pourquoi? Parce que si vous les séparez, alors je ne dis pas que ça ne marche pas, mais globalement, les cucurbitacées, donc courgettes, petits concombres et autres, n'aiment pas être repiqués à racines nues. Et donc, si vous cassez la motte pour les repiquer à différents endroits, vous allez perturber la croissance de la plante. Et donc, je ne conseille pas. Alors, donc, première vague de courgettes maintenant, et là, je fais une deuxième vague de courgettes à partir de la mi-mai, mais là, on peut les semer directement en pleine terre. Alors, pourquoi? Parce que les plantes que vous allez mettre maintenant vont déjà commencer à donner fin juin, je dirais, alors que celles que vous allez mettre mi-juin, fin juin, début juillet, et celles que vous allez mettre mi-juin, vous les aurez seulement à partir du mois d'août. Et ce qui se passe, c'est que sur tout ce qui est courgettes, on a ce qu'on appelle l'oïdium, qui est une maladie à champignons. Les feuilles deviennent blanches, et puis on l'a chaque année, on l'a. Hein, mais l'idée, c'est de l'avoir le plus tard possible. Et en semant en 2 vagues, vous allez avoir les premières qui vont donner beaucoup de courgettes assez rapidement. Et puis, vers le mois d'août, vous allez commencer à avoir la production qui va diminuer. Vous allez commencer à avoir l'oïdium qui va se développer sur les feuilles, alors que celles que vous aurez semées vers la mi-juin vont continuer à donner des belles courgettes jusqu'à fin septembre. Donc, c'est une très bonne manière d'éviter cette problématique d'oïdium sans avoir à traiter. Parce que on peut traiter avec du soufre et des choses comme ça, mais voilà, ça je ne fais pas. C'est pas terrible. Bon, c'est pas ultra toxique, hein, mais c'est pas génial. Il vaut mieux faire, comme je vous le dis. Franchement, c'est beaucoup moins de travail et ça marche extrêmement bien. Donc, potimarron, concombre, cornichon, tout ça, c'est pareil. Juste pour une petite info, les courgettes, la plupart des courgettes, en fait, sont des légumes buissonnants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas courir. Donc, vous les mettez au niveau du sol, tandis que tout ce qui est potimarron, concombre, cornichon, eux, ce sont des plants coureurs, donc elles sont coureuses, elles vont se développer. Et là, vous pouvez soit les laisser courir dans le potager, ou bien alors mettre des treilles, mettre des grillages sur lesquels ils vont pouvoir s'accrocher et grimper. Ça, c'est intéressant si vous avez des petits jardins, parce qu'ils vont donc se développer en hauteur et donc prendre moins de place dans votre jardin. Alors, de manière générale, attendez, je regarde s'il y a des questions. Donc, je continue. Alors, de manière générale, une plante qui n'est pas repiquée, elle sera beaucoup plus résistante, mais elle va demander un petit peu plus de suivi. Donc, si par exemple, vous semez directement en pleine terre, si la plante se plaît, si elle démarre, après, elle va être beaucoup plus résistante. Le meilleur exemple, ce sont les laitues qui se sèment toutes seules. Moi, chaque année, je laisse quelques laitues monter en graines dans le jardin. Alors, j'en laisse pas toutes, hein, j'en laisse une monter en graines. Et je récolte les graines. D'ailleurs, une fois que je récolte les graines, je les mets dans un sachet. Et puis, le reste des graines, je les balance un peu partout dans le jardin. Et chaque année, maintenant, ça repousse un peu partout. Et celles qui repoussent spontanément sont indestructibles. Elles ne sont jamais attaquées par les limaces, elles sont vraiment, vraiment bien. Donc, c'est ça que je veux dire. Si vous semez en direct, vous aurez des plants plus résistants. Par contre, quand ils germent, quand ils sont tout petits, forcément, ils peuvent se faire attraper par les limaces. Et puis, vous ne saurez pas faire grand-chose pour les protéger. Tandis que si vous les semez à l'intérieur, dans des godets, par exemple, eh bien, vous pouvez les mettre en hauteur, par exemple, pour éviter que les limaces n'y accèdent. Donc, ce que je fais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, moi, je fais plein de ce que j'appelle des backups, c'est-à-dire je sème en pleine terre et en même temps, je vais semer dans des plaques alvéolées et en même temps dans des godets et en même temps en pépinière. Donc, ce n'est pas le cas de tous les légumes, hein, mais pour beaucoup de légumes, je fais ça. C'est-à-dire que j'ai toujours, si j'ai un souci, du légume pour le remplacer. Et si vous avez, par exemple, une plaque alvéolée ou même des godets dans lesquels vous semez, sur un espace très, très faible, vous avez énormément de plants
de backup. On se dit, oui, ça prend beaucoup de place, mais alors, les légumes d'été qu'on sème à l'intérieur, évidemment, il faut un peu gérer parce que ça prend de la place à l'intérieur. Mais si vous êtes dehors, vous pouvez faire ça, même si vous n'avez pas de serre, hein, vous pouvez mettre ça dans une zone, j'ai envie de dire, peut-être pas en plein soleil, donc peut-être à l'ombre d'un arbre un petit peu ouvert, pour qu'il y ait quand même du soleil, mais pas trop dur. Et puis, il faut vérifier surtout l'arrosage, mais vous le mettez sur une chaise en hauteur et vous arrosez les godets. Vous faites ça en même temps que votre semis en pleine terre. Comme ça, si jamais ça ne marche pas dans la pleine terre, vous aurez des plants à repiquer et vous ne perdez pas votre production. Donc, c'est pour ça que je le fais. C'est une méthode qui marche, je trouve, vraiment bien et qui évite tous les traitements. Pas besoin de mettre des produits pour protéger à tout prix les légumes. Comment dire, alors, ah oui, si vous semez en pleine terre, évidemment, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Les poireaux, les carottes, les oignons, ben, ce sont des légumes. C'est vrai que dans la vidéo, j'ai semé ça, mais ce sont des légumes qui poussent très, très lentement. Les carottes, parfois, ils mettent 3 semaines hein, ou 1 mois avant de sortir. Et donc, forcément, vous avez plein d'herbes indésirables qui peuvent sortir et donc vous ne les voyez pas. Donc, il faut faut être plus attentif à ça. Si vous mettez des fèves des marais qui sont énormes, là, il n'y aura pas de souci. Mais toujours en pleine terre et ça va passer au-dessus du reste. Alors, semis en serre froide ou alors dans des châssis à l'extérieur, mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait pour l'instant, même le temps qu'on annonce, dans le fond, on peut faire ça, comme je viens de le dire, directement à l'extérieur. On n'est pas obligé de mettre ça, on n'est pas obligé d'avoir une serre. Petit message de ma fille. Voilà. Donc, c'est écrit. Quand tu tournes la tête vers le jardin, on entend beaucoup moins bien. Ok, je vais essayer de ne pas tourner ma tête vers le jardin. C'est parce qu'il pleut, je jette un petit coup d'œil. Ça remplit la citerne. Alors, donc oui, j'ai fait quelques vidéos, vous pouvez aller voir. Alors oui, la pluie tombe, attention aux limaces. Alors, dans les légumes qu'on peut semer maintenant, donc le fenouil, alors on peut le semer, alors moi j'en ai pas encore semé en pleine terre, mais je les ai mises dans des godets dans la serre. Et ils sont en train de sortir, donc ça fonctionne. Les poireaux d'automne et d'hiver, parce que pour les poireaux d'été, c'est un peu trop tard, vous pouvez les semer. Moi, je trouve qu'en pépinière, ça marche bien. Donc, je m'explique, la pépinière, j'ai une vidéo là-dessus. Vous semez, alors moi, je mets une petite couche de terreau, mais vous pouvez semer directement en pleine terre, au chaud, pour permettre aux plants de se développer. Alors, poireaux, ils vont grandir. C'est une longue culture. On les sème maintenant, on va les récolter en automne. Et donc, on les laisse pousser. Le fait de le mettre en pépinière, ça va permettre de les surveiller de près. Si vous les mettez directement au jardin, ça prend beaucoup de place et parfois, c'est difficile de les contrôler. Donc, je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. Alors, les choux, vous pouvez semer les choux et ceux qui ont déjà semé certains choux, on peut commencer à les repiquer s'ils sont déjà suffisamment grands. Moi, ce que je fais en général, je sème dans des plaques alvéolées ou dans des godets. Et puis, quand ils sont à peu près comme ça, je ne les mets pas directement au jardin. Je les mets dans des godets plus grands, avec un terreau plus riche, ou même parfois avec un mélange terre-compost du jardin, assez riche pour que le chou devienne encore plus fort avant de le remettre au jardin. Alors oui, petite info sur les choux. La plupart des choux sont très gourmands, donc ils vont avoir besoin de beaucoup de compost, sauf les choux de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est un des choux qui n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Donc si vous avez, par exemple, un potager qui est pas trop riche pour l'instant, ou que vous n'arrivez pas à cultiver les choux, parce que vous avez déjà essayé, eh bien, essayez les choux de Bruxelles. Eux, si vous les mettez dans un sol trop riche, eh bien, vous allez avoir les petites pommes, enfin les choux, qui vont s'ouvrir, qui vont en fait ne pas pouvoir être récoltés parce qu'ils seront ouverts. Enfin, ça reste comestible, mais vous n'aurez pas le chou de Bruxelles bien fermé. Chou de Bruxelles, alors les fleurs, hein, lâchez-vous, hein, les fleurs, il faut en semer parce que ça va quand même. Alors, je vous expliquais toute l'utilité des fleurs au niveau des associations de culture, mais également simplement parce que c'est joli dans un jardin, le potager, ça doit être un lieu de vie, ça doit être un lieu qui vous attire, un lieu où vous avez envie d'aller. C'est pas un carré qu'on met dans le fond du jardin et qu'on ose montrer à personne. C'est pas du tout ça le potager. Il faut vraiment le mettre en valeur. Donc dans les fleurs, les cosmos, les tagettes. Donc les tagettes, ce sont les œillets d'Inde.
des ignas, des soucis, de la mauve, mauve de Mauritanie par exemple, c'est des grandes fleurs mauves, ça se ressème assez facilement, c'est comestible, hein. Toutes celles que je vous cite là sont, en tout cas, les soucis, la mauve, euh, les cosmos, bon, j'imagine les pétales se mangent aussi, oui, ils se mangent aussi. Donc ça, vous pouvez. Labourage, semer de labourage. Labourage, c'est un peu comme ça peut être considéré comme un engrais vert. Les fleurs, enfin, toute la plante est comestible, mais elle est piquante, donc elle n'est pas très bonne. Sauf les fleurs qui sont géniales. Ce sont des petites fleurs bleues que vous pouvez mettre dans les salades. C'est très joli. Et c'est un très fort pollinisateur. Ça va attirer énormément d'insectes. La facélie, ça fait partie des engrais verts. C'est l'engrais vert qui va attirer le plus de pollinisateurs. Ce sont des fleurs mauves. C'est vraiment très joli. Donc là, et plein d'autres fleurs. Il n'y a pas que ça. Alors, dans les semis en pleine terre qu'on peut faire maintenant fin avril, alors ce que je dis là, c'est évidemment, peut-être pas tous. Par exemple, les betteraves, vous pouvez les semer maintenant, mais vous pouvez encore les semer le mois prochain, pas de souci. Betteraves, alors intéressant de savoir que les betteraves, c'est peut-être le seul légume racine qui peut être repiqué facilement. En général, par exemple, les carottes, il ne faut pas les repiquer, vous les semez en place, alors que la betterave se repique. Mais bon, vous pouvez la semer en place aussi, elle est plus résistante. Par exemple, moi, il y en a pas mal, je fais pas mal de variétés. Au final, la crapaudine, c'est une variété de betterave rouge, je la trouve très bonne et elle se conserve pas mal, quoi. Parce que c'est aussi, mais ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais en fin de saison, je vous parlerai de toute la partie conservation des légumes pour en avoir toute l'année. En frais, mais également en conservé. Alors, les carottes, semis de carottes, alors il faut faire bien attention, donc j'ai une vidéo là-dessus. Ne semez pas profond. Moi, je les mets avec du marc de café, avec des radis, et il faut bien plomber, donc je tape avec un râteau dessus pour bien mettre les graines qui sont très petites en contact avec la terre. Dans les semis pleine terre, la roche. La roche, c'est j'ai pas de photo là à vous montrer, mais c'est en fait de la famille des épinards. Donc on peut les manger comme des épinards, mais c'est une plante qui peut faire 1,50 m, même plus de haut. Donc c'est vraiment une plante à avoir au jardin. Elle est même un peu envahissante. Donc si vous en avez, vous en aurez toujours. En général, moi j'en garde quelques-unes. Mais bon, comme j'ai beaucoup d'autres choses, au final, voilà, j'en garde quelques-unes pour faire une ou deux fois sur la saison ou pour partager les graines. Alors, on peut semer des artichauts, même si en général, on va plutôt repiquer des œilletons. Donc, en fait, quand vous avez des artichauts, pas la première année, mais la deuxième année, vous allez avoir des petits rejets qui poussent au pied de chaque artichaut. Et c'est ça qu'on va couper, prendre ceux sur lesquels il y a des petites racines qui commencent à s'installer et qu'on va installer ailleurs au jardin. Donc, ça, ce sont les œilletons. Alors, on peut semer encore les épinards. Alors, prenez plutôt les variétés qui sont adaptées aux jours longs parce que les journées rallongent et pas celles qui sont de tout début de saison. Mais le problème des épinards, c'est que quand on arrive sur l'été et s'il fait chaud et sec, ils vont monter en graines assez rapidement. Donc, je vous conseille un autre légume qui n'est pas vraiment un épinard, mais qu'on appelle épinard de Nouvelle-Zélande et qui est en fait la tétragone. Et la tétragone, elle monte pas en graines, elle est super bonne. Et voilà, ça, vous pouvez en avoir tout l'été sans souci. Alors, les laitues d'été, c'est trop tard pour les laitues de printemps, évidemment, mais les laitues d'été, c'est le moment de les semer. Donc, essayez toujours d'avoir un roulement. Moi, j'ai toujours des graines que je viens de semer, en même temps que des plantules à repiquer, en même temps que des semis, en même temps que des laitues que je récolte. Donc, et la laitue permet ça. Vous avez des laitues de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Donc, on peut avoir de la laitue toute l'année. Les navets, les petits pois, je fais la différence entre les pois lisses et les pois ridés. Les pois lisses, c'est un peu trop tard parce qu'ils n'aiment pas du tout la chaleur et donc c'est un peu trop tard pour les semer. Par contre, on peut encore semer les pois ridés qui, eux, sont un peu plus sucrés et supportent des températures plus élevées. Alors, on peut mettre les légumes un peu anciens, là, comme par exemple les panais, qui sont une espèce de grosses carottes, juste prenez des graines qui sont de l'année dernière, parce que
Les graines de panais ont la faculté germinative la plus faible et donc les vieilles graines, ça ne germe pas. Sinon, l'avantage, c'est qu'ils ont très peu de maladies, ils sont très très résistants. Peut-être les campagnols un peu quand même. Vous pouvez mettre des topinambours. Alors moi, ce que j'ai mis au jardin, que j'aime pas mal, ce sont les capucines tubéreuses. Donc c'est la même famille que les capucines. Sauf qu'on peut manger tout, les feuilles, les fleurs et surtout, c'est ça le plus important, les tubercules qui poussent dans la terre. Donc les capucines tubéreuses, il y en a d'autres, les Oca du Pérou. Je n'ai pas de photo là à vous montrer, mais allez voir sur Internet. Oca du Pérou, Crône du Japon. Enfin, ce sont toutes des plantes à racines bizarres, enfin pas bizarres, mais particulières et qui donnent extrêmement bien quand vous faites pour cuisiner, quoi. Donc ça vaut la peine et ça pousse par chez nous. Autre semis, les radis. Les radis, il faut en mettre. Bon, en été, c'est un peu plus dur. Il faut des variétés adaptées à la haute saison. Mais maintenant, on peut encore semer des radis et vous en aurez assez rapidement. Donc, radis bien arrosés. Les scorsonnaires. Scorsonnaires, c'est un peu comme les salsifis. Donc, ça donne des racines noires, les scorsonnaires. Je préfère ça aux salsifis. Donc, ça, on peut les semer maintenant. Ça se ressème aussi, puisque dans mon jardin, j'en ai qui se ressèment chaque année. La roquette et les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, moi, j'ai fini de les planter. Je viens de terminer de les planter, mais on peut toujours les planter, il n'y a pas de souci. Même au mois de mai, on peut encore les planter. Alors, essayez de choisir des variétés qui sont naturellement résistantes au mildiou, puisque ça reste quand même un des principaux problèmes des pommes de terre, surtout si on ne traite pas. Donc, voilà, donc moi j'utilise, j'ai mis des Sarpomira, ça fait plusieurs années que j'utilise ces pommes de terre-là. C'est une pomme de terre qui se conserve très très bien, puisque j'en mange encore maintenant de ce que j'ai semé l'année dernière. Donc j'ai semé des Sarpomira et toujours quelques pommes de terre hâtives comme Tentation ou Maywen. Je crois que j'ai mis autre chose cette année. J'ai oublié. J'aime bien essayer de nouvelles variétés aussi. Qui sont des pommes de terre hâtives, mais maintenant, c'est plus la peine de mettre des pommes de terre hâtives, il aurait fallu les mettre déjà il y a un certain temps. Maintenant, si on les plante, c'est pour la conservation, c'est pour semer, c'est pour récolter en fin de saison. Alors, vous pouvez repiquer les plants des pépinières qui ont déjà atteint une bonne taille en pleine terre. Donc, moi, ce que je fais déjà pas mal, c'est que je repique de la laitue un peu partout au jardin. Ah oui, tiens, donc j'y pense. Si vous faites un repiquage de laitue, c'est très important de replanter, de repiquer au niveau du collet. Donc le collet, vous voyez, c'est l'endroit où la tige sort du sol. Donc vous avez la racine, vous avez le collet, puis vous avez la tige. Et donc quand vous repiquez une laitue, il faut le mettre au même niveau. C'est-à-dire que quand vous la repiquez, la laitue va avoir tendance à piquer du nez. Elle va être un peu couchée et c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas enfoncer l'ensemble dans la terre en se disant que comme ça, elle tient droit. Non, parce que comme ça, vous allez risquer de voir votre laitue pourrir, parce que le dessous va toucher le sol qui est humide. Donc, mais ce que vous pouvez faire, alors, c'est même pas, il ne faut pas nécessairement arroser, sauf vraiment si c'est le super soleil qui donne vraiment fort. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est habiller le plant. Habiller le plant, c'est-à-dire vous coupez une partie des feuilles de la petite laitue que vous repiquez pour éviter qu'elle n'évapotranspire au moment du repiquage. Par contre, choux et tomates, par exemple, là, vous allez enterrer les tiges pour qu'elles s'enracinent de meilleure manière dans le sol. Oui, c'est des petits détails, mais qui ont quand même leur importance. Voilà. Alors, j'ai sûrement oublié des choses, hein, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que bon, on a quand même eu du temps assez beau ces derniers jours, donc le sol a bien pu se réchauffer, donc vous pouvez commencer ou continuer de bien pailler. Donc, avec tout ce que vous avez, donc des herbes de tonte, des déchets de légumes, de cuisine, de la paille, du foin, du BRF, enfin des tas de choses.
n'hésitez pas à pailler. Alors, si vous continuez à faire des planches ou si vous avez l'intention de mettre des légumes gourmands à certains endroits, hein, donc les légumes gourmands, notamment par exemple tout ce qui est cucurbitacé, hein, donc comme j'ai dit, la potiron, courge, concombre et autres, les crucifères, donc tous les choux, sauf le chou de Bruxelles, les solanacées, donc solanacées, c'est les aubergines, poivrons, tomates, pommes de terre, tout ça, ce sont des légumes gourmands. Donc là, au moment du repiquage ou avant le repiquage ou la plantation, vous mettez vous mettez beaucoup de compost. Vous pouvez encore continuer à préparer des parcelles, hein, parce que si vous avez envie d'agrandir votre jardin, si vous couvrez par exemple, comme je l'ai expliqué dans la dernière conférence, avec du carton et puis que vous faites des lasagnes où vous mettez de la matière dessus, vous pourrez cultiver dans quelques mois assez facilement à ces endroits-là. Voilà, donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire pour l'instant. Je vais jeter un petit coup d'œil aux questions et après je répondrai à d'autres. Alors, toute la famille participe. Bonjour à toute la famille. Alors, la culture du panais est dite facile. Est-ce bien le cas? Alors, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est d'avoir des graines qui vont bien germer, puisque effectivement, si on a des graines un peu vieilles, elles ne sortent pas. Donc, il faut être très attentif au niveau du semis, puisque à partir du moment où vous avez la graine qui germe, après, il n'y a plus de souci. Mais parfois, c'est un petit peu compliqué de la faire germer. Donc, il ne faut pas semer trop profond. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'écarte le paillage, je fais un petit sillon, je mouille dans le sillon avant de semer, et puis je vais mettre mes graines de panais tous les 3-4 cm. Et après, je recouvre, je plombe bien avec un râteau, donc je tasse avec un râteau, et puis on fait un suivi, quoi. S'il fait vraiment sec, on met un petit coup d'arrosage avec la pomme d'arrosage, donc pour ne pas perturber les racines. Et ça va prendre quand même pas mal de temps avant que ça sorte. Mais une fois qu'ils sont sortis, normalement, c'est bon. Après, il n'y aura plus de soucis. Alors, le BRF avec les pommes de terre, ça marche. Alors, le BRF, il faut bien comprendre ce que c'est que le BRF. Le BRF, c'est le bois raméal fragmenté. C'est-à-dire que ce sont des rameaux d'arbres et d'arbustes frais qui sont broyés en petits morceaux. C'est-à-dire qu'il y a encore de la sève dedans, il y a encore de l'azote dedans. Si vous prenez, par exemple, en hiver, des rameaux que vous broyez, parfois on l'appelle aussi BRF à ce moment-là, mais dans ce cas-là, vous n'avez que la partie carbonée. Et donc, vous avez relativement plus peu d'azote puisque toute la sève en hiver est redescendue dans les racines. Et donc, l'arbre et les branches d'arbre contiennent peu d'azote. Ce qui fait que vous n'avez pas, le BRF est assez équilibré, azote-carbone, alors que le broyat d'hiver, lui, est relativement trop carboné. Même chose, si vous laissez un BRF pendant plusieurs mois, eh bien, il va s'assécher et il va composter, en fait, là, ça deviendra du compost. Donc, si vous utilisez du BRF, ça marche bien. Si vous utilisez trop de matière carbonée, dans ces cas-là, ce qui peut arriver, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle une fin d'azote, c'est-à-dire que les micro-organismes qui sont contenus dans le sol vont avoir tendance à se mobiliser pour détruire, pour décomposer le carbone. Et donc, vos plantes vont disposer de moins d'azote et donc vont moins bien pousser au début. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre la matière carbonée, donc tout ce qui est BRF, tout ce qui est broyat à la roupaille, etc., en surface, ne jamais l'introduire dans le sol. Sauf si vous décidez de cultiver quelques mois après, alors il n'y a pas de problème. Mais jamais trop profond, de toute manière. Toujours si vous l'incorporez dans les quelques premiers centimètres, 5 premiers centimètres de la terre. Mais donc, moi, je dépose toujours en surface. Je ne commence pas à les enterrer. Et si vous voulez éviter ce problème de fin d'azote, ce que moi, je fais en général, c'est que je vais mettre une couche de gazon assez fin, parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse, mais pas 2-3 cm, donc qui est très azoté, qui contient beaucoup d'azote. Et puis, au-dessus, je viendrai mettre le BRF.
Et ça marche très bien pour les pommes de terre. Ouais, tout à fait. Alors, les semis en serre, comment faire pour éviter que la terre sèche trop vite? Il faut mieux trop arroser ou avoir la terre trop sèche. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les plantes bossent. C'est-à-dire qu'il faut les aider, les pousser, les encourager à développer leurs racines pour aller chercher l'eau en profondeur. Et les plantes sont capables de faire ça. Et pour ça, il faut absolument éviter d'arroser en surface. Et c'est tout. Si vous arrosez régulièrement vos plantes dans la serre en surface, donc un petit peu d'eau un peu partout, eh bien, les racines vont se développer en surface, parce que c'est l'endroit aussi où la terre est la plus riche. Et le jour où vous arrêterez d'arroser, ben, les plantes, elles n'auront pas leurs racines en profondeur et ça ne va pas aller du tout. Donc, il faut, moi, ce que je fais, c'est que j'arrose plus, mais moins souvent en serre. Alors, les semis, alors je fais la différence entre les semis et les plantations. Évidemment, les semis, ben, il faut quand même que la terre soit, il faut de l'eau pour que ça germe. Donc, si vous arrosez en surface, vous semez et qu'avec le soleil, ça sèche très vite, ben, ça ne va pas germer. Donc, il vaut mieux bien arroser pour que l'eau pénètre dans le sol. Et puis, là, semer. Et normalement, ça suffit. Normalement, ça suffit. Si c'est parce que l'eau qui va être un peu en profondeur va remonter petit à petit et va alimenter le semis qui va germer. Une fois que le semis aura germé, les racines vont s'enfoncer et suivre l'eau et aller la chercher là où elle est. Donc, à partir du moment où elle germe, voilà, on ne doit pas nécessairement trop arroser. Par contre, quand on est en serre, bon, il n'y a pas de pluie, hein, donc forcément, il faut quand même venir arroser de temps en temps, mais de temps en temps, sachant que certains légumes aiment plus ou moins l'humidité. Donc les tomates, elles aiment bien avoir à boire, évidemment, mais pas de manière trop irrégulière. Si vous mettez beaucoup d'eau, et puis plus du tout d'eau, parce que je me contredis un petit peu, mais voilà, je vous donne un petit peu le type de maladie qui peut arriver. Si vous donnez beaucoup d'eau, et puis vous n'arrosez pas pendant 15 jours, et puis de nouveau beaucoup d'eau, eh bien, vous allez provoquer ce qu'on appelle le cul noir, c'est-à-dire que les tomates, la base de la tomate va devenir noire. Elle va se nécroser, et c'est causé par ça, par l'irrégularité des arrosages. Donc, voilà, ça je pense. Je ne sais pas si c'est complet. Ah oui, et alors vous paillez, hein. Alors le fait de pailler, est-ce que vous remettez le paillage une fois que vous avez planté? Oui, même souvent, je le retire même pas. Alors, je fais la différence entre planter et semer, hein. Planter, c'est quand on a déjà semé et qu'on fait du repiquage. Là, on plante un arbre, on plante un chou, mais on sème, ça c'est quand on part de la graine. D'accord? Donc, si je sème, voilà, par exemple, si j'ai une planche qui est déjà paillée, déjà couverte, alors j'écarte le paillage, je trace un sillon, je sème, et puis je ne touche pas, je laisse la plante germer. Si je referme directement, et si les graines sont petites, elles ne vont pas pouvoir germer. Elles ne vont pas pouvoir sortir parce qu'il y a la couche de paillage qui va l'empêcher. Si je mets des fèves des marais, et que là, je referme tout de suite parce qu'elle peut passer à travers, elle peut chercher son chemin et passer au-dessus. Donc, ça va plutôt dépendre de la taille des graines. Mais si vous repiquez, par contre, si vous plantez, alors là, moi, j'écarte un peu le paillage, je plante et puis je remets le paillage. Maintenant, je relativise aussi, c'est que ici, on est au printemps, donc, mais toutes mes planches sont paillées, hein, quasi tout le temps. Mais parfois, au printemps, en début de saison, pour permettre aux planches, à certaines planches de se réchauffer plus vite, je vais enlever un peu de paillage sur certaines d'entre elles. Je mets même un châssis bricolé au-dessus pour bien faire chauffer la planche pour permettre de faire des semis un peu plus tôt. Et dans ces cas-là, donc, elle est nue. Je ne parle pas pendant longtemps, juste le temps de réchauffer, de semer. Et puis après, dès que j'ai semé, je vais mettre un petit peu, par exemple, un petit peu d'herbe. Si c'est des carottes, je mets un petit peu d'herbe. Pas trop, parce que sinon, les graines ne vont pas pouvoir sortir. Et puis après, au fur et à mesure qu'elles sortent, au plus, je vais rajouter du paillage autour alors de ces plantes.
Voilà, alors, un voisin tronçonnait du bois. Nous avons demandé de récupérer la sciure et les déchets. On entreposé depuis quelques années en plein soleil. C'était pour le potager, puis c'est pour alors, petit, oui, quand vous utilisez de. Donc là, ce n'est pas du BRF, hein, là, on parle bien de tronçonnage de bois. Alors, il faudrait savoir, j'ai envie de poser la question, avec quoi il a tronçonné? S'il a scié et s'il a tronçonné avec une tronçonneuse sans huile, oui, on peut l'utiliser, mais il faut savoir que les tronçonneuses, en fait, on met de l'huile de tronçonneuse dedans pour faciliter, pour éviter qu'elle ne chauffe, que la chaîne, donc que la partie coupante de la tronçonneuse ne s'abîme. Et donc, quand on tronçonne du tronc, il y a de l'huile qui se retrouve dans les, dans les copeaux. Hein. Donc, c'est pas idéal, hein. Sauf s'il utilise de l'huile bio. Ça va. Même si je crois que la 100% bio, je ne suis pas sûr que ça existe, mais voilà. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ah, voilà, une tronçonneuse avec l'huile bio, je vois ici, voilà. Voilà, je sais qu'il y a de l'huile bio, je ne voilà, sais pas si elle est faite 100% avec avec de la matière végétale. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Hein. Mais laissez toujours en surface. Puisque, je vous ai dit, ça peut créer la problématique de fin d'azote parce que c'est des matières très carbonées. Donc, utilisez-le, alors voilà, vous mettez de l'herbe, vous mettez ça au-dessus. Voilà. On va essayer près des framboisiers. Pour le paillage, c'est la question? Oui, j'aime bien. Moi, je paille aussi. J'ai même mis du paillage de thuya de chez mes beaux-parents. Donc, on peut mettre pas mal de choses. Euh, je ne les mettrai peut-être pas le thuya dans les légumes, hein, mais ici, au niveau des framboisiers, oui, pas de souci. La terre est sèche, oui. Oui. Bah, l'idéal, c'est mettez le broyat demain, hein, parce que comme il pleut aujourd'hui, la terre va bien s'humidifier et quand il aura fini de pleuvoir, vous paillez après, comme ça l'humidité va rester dans le sol. On a broyé les branchages, on a tout passé au broyeur pour réutiliser comme base. Oui, c'est pas de souci. Ah oui, mais vous l'avez déjà posé hier. En fait, le souci, c'est que quand il pleut beaucoup, c'est pas un problème, l'eau va passer, mais s'il pleut un peu, on va voir un peu ce qui va tomber aujourd'hui. Et si vous mettez un paillage, bah, l'eau, parfois, elle va rester juste au niveau du paillage, elle n'atteint pas le sol. Donc, après, on est encore au printemps, donc même s'il a fait sec, il faut voir le type de sol que vous avez. Facile hein, pour vérifier l'humidité du sol. Hein, vous faites un petit trou, vous passez votre main, vous donnez un petit coup vous ouvrez un peu le sol avec une bêche ou avec une fourche à bêcher. Ou si votre sol est meuble, par exemple dans mes planches cultivées, moi je n'ai même pas besoin de ça, j'enfonce ma main, je sais si la terre est humide ou pas. Hein. Parce que parfois, il pleut et vous voyez, en fait, on voit ça beaucoup sur les terres sablonneuses. Ah, vous dites, ah, il a plu, c'est super. Et puis, vous voyez, votre sol, il est tout mouillé. Génial. Et puis, alors, vous grattez un peu et au bout de 2 cm, 3 cm, c'est tout sec. Voilà, ça veut dire simplement qu'il n'a pas assez plu, quoi, que l'eau n'a pas pénétré. Et donc, c'est un souci. Oui, donc paille sur les graines de carottes, il faut leur permettre quand même de germer. Si vous mettez trop d'épaisseur, parce qu'elle va mettre la carotte, si vous, je ne sais pas quand vous l'avez semée, mais elle va mettre certainement 3 semaines avant de sortir, hein, et elle est toute minuscule. Donc il faut lui laisser voir le ciel avant ça, quoi, parce que sinon ça va pas aller. Oui, graines en ruban. Enrobées, c'est en général c'est quoi, c'est des fongicides, c'est ça? Il faut voir, je sais pas ce que. Enfin, ça marche, hein, mais disons que vous introduisez des substances fongicides. Et le problème, c'est que les champignons, on en a besoin dans le sol, puisque c'est ça qui va en partie donner la vie du sol. Et donc, voilà, si on peut éviter ça, il vaut mieux. Et les graines en ruban, oui, je vois ce que c'est, ça marche bien. C'est plus cher, quoi. Mais ça permet en tout cas de semer à bonne distance. Parce que c'est vrai que le souci des carottes, c'est le,
Si vous les semez trop serrés, après, il va falloir les démarier et c'est quand même beaucoup de chipotage. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà à bonne distance, donc on n'a pas besoin d'éclaircir. On peut fabriquer ces graines en ruban. Bon, c'est du boulot. Hein. Je l'ai fait une fois, mais je ne le referai plus. Vous déroulez du papier toilette, vous semez, vous le mouillez et vous venez semer à bonne distance sur le papier toilette. Vous repliez et et puis vous laissez sécher. Et puis vous allez mettre ça sur votre terrain. Bon, c'est beaucoup de boulot. Oui, c'est vrai. C'est très cher, très rare. Oui, c'est clair. Bon, ben voilà. S'il n'y a plus de questions, on va en rester là pour aujourd'hui. Et donc, on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine euh, pour, euh, pour une autre vidéoconférence sur une nouvelle thématique. Eh bien, merci d'avoir suivi la conférence. N'hésitez pas. Ah, je n'ai même pas répondu aux questions qui m'ont été envoyées. Attendez un petit peu. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vrai. Bon, j'en touche quand même un mot. J'avais quelques questions. La mouche de la cerise. Donc, on m'a posé une question sur la mouche de la cerise. Alors, oui, ça, je voulais quand même bien rebondir là-dessus pour expliquer que la mouche de la cerise, c'est important d'abord, quand on a une maladie ou quand on a un ravageur, de le reconnaître avant d'agir. Et donc, quand on se dit, ben, tiens, j'ai des bestioles dans mes cerises, il faut d'abord savoir ce que c'est. En l'occurrence, ici, c'est un souci de mouche de la cerise. Et après, il faut essayer d'analyser un petit peu le pourquoi de ce que c'est comme insecte. Et en fait, la mouche de la cerise, elle pond sur les cerises quand elle passe du vert à l'orange. C'est le moment où elle va venir pondre. Donc, ce n'est pas la peine d'agir avant parce qu'elle n'est pas encore là et après, c'est trop tard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des pièges jaunes, donc vous en avez parlé tout à l'heure, à peu près à tous les étages, à tous les niveaux de l'arbre, à ce moment-là, donc un peu avant qu'elles ne deviennent oranges. Et comme ça, les mouches, quand elles vont venir s'engluer sur ces pièges jaunes, elles ne vont pas pouvoir pondre, et puis vous allez les retirer quand les cerises sont rouges, parce qu'à ce moment-là, elles ne pondent plus. Et le problème, c'est que si vous le laissez, vous allez attirer d'autres insectes utiles, et ça ne vaut pas la peine. Alors, si les cerises ont été attaquées, ce qu'il faut faire, c'est les ramasser toutes, parce qu'en fait, le cycle, c'est quoi? La mouche pond dans la cerise quand elle passe du vert à l'orange. Elle mange ce qu'il y a dans la cerise tombe par terre, le ver sort, s'enfonce dans la terre, euh, se met en pupe et va ressortir l'année suivante et réenvahir l'arbre. Donc, pour casser le cycle, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, eh bien, si les cerises tombent au sol, il faut les enlever. Et une manière plus facile de les retirer, eh c'est de mettre des poules. Vous mettez une clôture autour pour que les poules viennent manger ce qui reste des cerises, gratter le sol, manger toutes les larves. Et une fois que vous avez cassé le cycle, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins de soucis de mouche de la cerise. Voilà, donc ça c'est pour la mouche de la cerise. Alors, j'avais des questions sur les plantes bio-indicatrices, mais j'en parlerai la semaine prochaine. On m'a parlé de travailler sur de la terre de remblai. Alors, quand on a la terre de remblai qui est remblai, c'est-à-dire que, alors oui, si vous faites des travaux, si vous aménagez, si vous construisez une maison, essayez quand l'entrepreneur vient, essayez que vous avez un terrain, qu'il soit une friche, un pré, une prairie ou un champ, qu'il enlève la partie supérieure, donc les 10 premiers centimètres, qu'il mette ça sur le côté, il fait les travaux, et puis à la fin, il vient remettre ces 10 centimètres qui sont les 10 centimètres les plus riches en surface. C'est ça qu'il faut faire. Parce que après, le reste, ce qui est en dessous, hein, à 20-30 centimètres, c'est de la terre où il y a des cailloux, enfin, etc. C'est la terre de remblai qui est très pauvre, et il y a peu de choses, et en tout cas, pas beaucoup de légumes qui vont pouvoir pousser là-dessus. Donc, si vous avez la terre de remblai, il faut faire ramener de la bonne terre, ça se trouve, hein. On va le voir sur deuxième main, où il y a des sociétés spécialisées également qui font ça. Ou alors, vous travaillez dans des bacs ou avec des lasagnes et vous travaillez un peu en extérieur. Ou en raccord avec la terre, mais en ramenant de la bonne terre à des endroits spécifiques. Ça, j'en ai parlé à la conférence la semaine dernière. Si vous avez un plastique qui a été posé, donc on me demande en fait si c'est la même chose que pour mettre du carton. Alors, non, il y a une différence. C'est que le carton, lui, il va se biodégrader. Et donc, quand vous mettez du carton
sur une pelouse et au-dessus, vous mettez du compost, du BRF, de l'azote, du carbone, etc., eh bien, le carton va disparaître. Il va empêcher les herbes de pousser et donc elles vont mourir et donc tout ce qui est au-dessus, elles ne vont pas passer à travers toute votre installation, mais il va disparaître. Est-ce que si vous mettez du plastique, lui, il va rester. Et donc, voilà, moi, j'utilise parfois des bâches, mais c'est provisoire et je les mets au-dessus pour, par exemple, dégager un espace. J'ai une bâche étanche, j'ai une bâche micro-perforée. La micro-perforée a l'avantage de laisser passer la pluie. Et donc, le sol peut continuer à avoir de l'humidité. Donc, si vous laissez une bâche pour une plus longue période, il faut prendre du micro-perforé. Alors, quand il faut prendre, non, je ne vous conseille pas de prendre ça. Je n'aime pas ça, le plastique. J'en ai parce que c'est de la récup, que j'ai pu les avoir. Et donc, je me suis dit, bon, ça part pour la poubelle. Je les récupère, je les teste et je les mets dans un coin. Parfois, je les utilise, mais je n'en achèterai pas. Voilà. Le soleil, oui, cultiver des légumes à l'ombre, c'est compliqué. Alors, il faut au moins quelques heures de soleil par jour. Et voilà, le plein soleil, il n'aime pas trop non plus, sauf les légumes de soleil. Mais voilà, si vous avez que de l'ombre, c'est vraiment compliqué. En plus, ça attire pas mal les limaces et donc c'est un petit peu compliqué. Je parlerai plus des limaces et autres ravageurs la semaine prochaine. On m'a parlé de culture en cajot. Culture en cajot, c'est la même chose. C'est en fait, au début, j'avais cru que c'était des cajots qu'on déposait, par exemple, sur un balcon. Alors là, alors c'est possible, mais ça va dépendre de l'épaisseur de votre cajot. Moi, j'ai déjà cultivé dans une remorque dans laquelle il y avait 20 cm et j'ai cultivé beaucoup de choses dans ces 20 cm. Il faut juste savoir que les légumes racines, ça ne marchera pas, mais tout ce qui est de laitue, il y a pas mal de fleurs, radis, navets, enfin, il y a pas mal de choses qui poussent. Les légumes racines, même des piments, ça marchait. Légumes racines, on laisse tomber, et les pommes de terre, évidemment, on laisse tomber quand c'est ça. Par contre, si vous mettez ces cajots sur la terre ou sur l'herbe, alors c'est plus pareil, puisqu'en fait, les pommes de terre, elles vont pousser, elles vont démarrer dans le cajot, et puis les racines vont passer à travers le cajot et aller toucher la terre, et donc les racines vont pouvoir aller chercher de l'humidité et certains nutriments un petit peu plus en profondeur aussi. On n'est pas dans du hors-sol. Voilà. Oui, petite info aussi, puisqu'on me le demande régulièrement, pour ceux qui veulent, je réalise aussi, donc en dehors de l'éco-centre, je suis indépendant et donc je réalise aussi des designs pour les particuliers, pour ceux qui le souhaitent, plus des aménagements plus liés à leur jardin. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Voilà, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite. Attendez, semaine prochaine, merci beaucoup. Oui, remorque luditrieux, oui, c'est ça, le potager nomade, oui, c'est ça. L'année dernière, je l'avais mis toute une saison. C'est là que j'habite. Je l'avais mis toute une saison sur la rue. Et comment ça avait bien donné. C'était assez sympa. Donc cette année, je ne l'ai pas fait, bon, vu le confinement, mais je le ferai peut-être un peu plus tard. On verra un peu comment la situation s'ouvre. Non, c'était une chouette dynamique. Après, bon, il faut arroser. Mais globalement, je l'ai amené à différents endroits, mon potager nomade, et ça avait pas mal de succès, parce qu'évidemment, il suffit que j'accroche ça à la voiture et je pouvais aller à différents endroits pour faire des animations. Donc, c'était sympa. Voilà. À bientôt. Très bon week-end, très bon jardinage et à la semaine prochaine.